Donc nous reprenons les travaux avec un tout petit peu de retard, mais bon. Donc je vous présente le professeur Todd Lubart, qui est professeur de psychologie à l'Université Paris-Descartes et directeur du laboratoire adaptation travail individu, le LATI. Ses travaux portent principalement sur la psychologie de la créativité et la psychologie de la différenciation individuelle, celle des adultes et des enfants. L'axe central de ces travaux, c'est, je crois, la question de la créativité. Ces recherches théoriques et appliquées sont conduites avec beaucoup de collaboration internationale. La plupart d'entre nous font ça tout le temps, notamment, dans son cas, beaucoup avec les États-Unis. Je voudrais citer parmi les ouvrages personnels qu'il a écrits ou co-dirigés, un livre récent dont je pense qu'il va parler, le Creative Process, Perspectives from Multiple Domains, de 2018, Psychologie de la créativité de l'enfant, Defying the Crowd, Cultivating Creativity in a Culture of Conformity, et beaucoup d'articles. Je lui donne tout de suite la parole. Okay. Well, OK, merci de cette invitation à participer aujourd'hui. Et donc, je vais aujourd'hui parler de certaines études que nous avons menées sur le processus de création. Alors, dans notre approche en psychologie, définir la créativité, c'est un sujet très vaste, mais on peut commencer avec cette petite définition qui est qu'on conçoit la créativité comme une capacité à générer des idées originales et adaptées dans leur contexte. Et cet acte de création peut se produire dans beaucoup de champs, presque tous les champs d'activité humaine. Donc on voit ici quelques exemples, le champ littéraire, artistique, la cuisine, l'invention technique, etc. Alors quand on regarde la littérature en psychologie concernant la créativité, nous avons pris l'habitude de décliner ce qu'on appelle les 7 C. Alors, et en anglais, ça donne un sens parce que le 7 Seas, c'est comme les 7 océans qui englobent tout. Donc, c'est juste une petite catégorisation très simple, mais on peut parler de la personne créative, creator, et ses caractéristiques. On peut parler du processus de création, c'est ce que je vais surtout discuter et présenter aujourd'hui. On peut parler de la collaboration entre différentes personnes au sein de la création. On peut parler du contexte, l'environnement, propice ou pas, de la création, de la production de l'œuvre. On peut parler de la consommation des œuvres créatives, c'est-à-dire comme le public va plus ou moins s'intéresser à ces travaux créatifs. Et on peut parler de curricula, l'apprentissage, le développement de la créativité, l'entraînement à être créatif. Alors, aussi, en quelques mots d'introduction, il y a différents types de créativité qui peuvent nous intéresser. Alors, on a entendu, par exemple, ce matin, des grands auteurs, etc. Donc, c'est des cas éminents d'une catégorie plus large qui est ce qu'on appelle la créativité professionnelle, c'est-à-dire dans des métiers. Donc, on a des métiers créatifs comme designer, artiste, écrivain, mais on a aussi d'autres métiers où la créativité entre en jeu par moment, comme manager créatif, par exemple, ou un enseignant peut être créatif par moment dans la création des séquences pédagogiques, par exemple. Et on a aussi la créativité au quotidien, dans la vie quotidienne. Par exemple, si vous êtes chez vous et vous inventez une recette pour un dîner entre amis, mais vous n'êtes pas chef de métier, ben c'est un exemple de créativité au quotidien. Et la créativité intrapsychique, c'est ce qui se passe chez chaque individu. Par exemple, quand on est en train de faire sens d'un sujet et inventer un concept qui personnellement vous aide à comprendre quelque chose, c'est un acte créatif intrapsychique.
que peut-être vous ne partagez pas avec les autres. Ou si vous dites, un enfant va dire, ah, mais j'ai réfléchi, j'ai inventé un truc que j'appelle la gravitation. On dit, mais on connaît. OK? Alors, maintenant, parlons du processus créatif. Alors, Henri Poincaré, mathématicien, c'est quelqu'un de très important sur ce thème parce qu'il a réfléchi d'une manière introspective sur comment il a trouvé ses idées mathématiques. Et il y a donc dans un chapitre, il décrit différentes manières qu'il a pensé, dont il cite d'abord le travail conscient, où il essaie de travailler le problème. Ensuite, il doit faire autre chose, par exemple, il doit partir en voyage, et donc s'engage le travail inconscient. Comme si en arrière-plan, ça continue à travailler dans son esprit. Ensuite vient une idée, illumination. Mais il doit ensuite, par la suite, vérifier la justesse de cette idée mathématique et ensuite retravailler cette nouvelle idée, peut-être après évaluation, combler des difficultés qu'il trouve encore avec cette nouvelle idée. À partir de ce type de description, Wallace, un auteur anglais en 1926, a formalisé ce qu'on appelle le modèle en 4 étapes du processus créatif. Donc ça a l'air d'être un petit peu linéaire comme affaire, mais en fait ça continue dans des cycles. Et donc il y a cette notion qui est très importante, très discutée dans la littérature. Alors d'autres auteurs comme Guilford, dont vous voyez la photo, en 1950, il a parlé de ses travaux en général sur l'intelligence, dont il a une partie qui est devenue très importante pour la créativité, appelée la pensée divergente. Et donc cette divergence, cette exploration en expansion dans multiples directions à partir d'un point de départ, ça a donné lieu à beaucoup de tests de créativité. Alors, mais dans ces travaux, il parle aussi de la pensée convergente, convergence-synthèse, mettre ensemble des choses qui n'étaient pas auparavant mises ensemble. Et donc, il y a en fait pour lui encore un troisième processus de pensée, évaluation. Et donc, entre divergence, convergence, évaluation, on a des cycles qui vont aller plus ou moins rapidement, plus ou moins un nombre de fois restreint ou moins restreint, et ça va composer le processus de création. Divergence, convergence, évaluation, en boucle. Alors donc, pour Guilford, on a cette notion qu'il y a une dynamique. Il y a une sorte de va-et-vient entre différents types de pensée. Et donc, si on regarde qu'est-ce qu'on veut dire par dynamique, c'est quelque chose qui n'est pas statique, qui évolue et qui va entraîner un jeu de force. Éventuellement, cette évolution ne sera pas linéaire. Donc, il y aura des moments de gain importants dans un processus non linéaire d'évolution. Si on regarde dans la littérature en psychologie de la créativité, en fait, le premier papier que j'ai pu dénicher spécifiquement sur cette idée d'un processus créatif dynamique, c'est ce papier en 1981 qui fait référence que le processus créatif, c'est comme un processus biologique d'évolution d'espèces, mais il s'agit là d'évolution d'idées. Et l'évolution des espèces n'est pas exactement un processus linéaire, par exemple. Il y a des points de rupture. Alors, allons un peu plus vers le monde d'application, parce que Alex Osborne, ici, en haut, à gauche,
travaillait dans le monde de la publicité. Et il a trouvé des idées de Guilford très intéressantes. Et il a dit, dans mes réunions de recherche d'idées avec mes créatifs, parce que des gens en publicité qui cherchent des idées de pub s'appellent des créatifs, c'est leur métier. Alors, ils n'étaient pas si créatifs que ça, ces créatifs. Et donc, il a dit, mais ils ont beaucoup de talent, ils ont beaucoup d'idées, mais ça ne déroule pas bien. Il y a un problème de processus. Donc, je vais un peu les pousser à suivre un certain processus, disons une méthodologie. Cette méthodologie va augmenter leur créativité, le rendu. Donc, il a dit, on va avoir une phase de divergence d'abord. Ensuite, on va avoir une phase d'évaluation distincte après. Parce qu'ils ont tendance à tout mélanger et ça nuit à leur élan créatif. Donc, on va avoir divergence, évaluation et ensuite convergence. Donc, ça, c'était la méthode brainstorming qu'il a inventée. Alors, par la suite, Sidney Parnes, ici, psychologue, a développé cette méthode avec d'autres collègues dans ce qu'on appelle aujourd'hui CPS, Creative Problem Solving. C'est une sorte de grande méthode avec plusieurs étapes, avec des techniques de divergence et convergence et évaluation au sein de chaque étape. Donc, ça c'est pour la petite histoire. Maintenant, parlons un peu des recherches que nous avons menées depuis quelque temps avec des collègues dans différents laboratoires. Ces recherches font partie d'un projet ANR que nous avons animé. Et donc, on a eu notre laboratoire Paris Descartes, laboratoire d'ITEM, étude des textes, des manuscrits, Rennes 2, Bordeaux, Aix-en-Provence. Et dans ces différents groupes, par exemple, ITEM, on était intéressé par la création littéraire des auteurs. Rennes 2, art plastique. Bordeaux, musique. Aix, design. Et aussi, on a travaillé avec un autre partenaire à Paris qui était une école d'ingénieurs, ENSAM. Et on était intéressé de voir si le processus de création, c'est un peu la même chose ou pas dans ces différents secteurs. Donc, on va, dans une première phase, s'entretenir avec des gens reconnus comme créatifs dans ces secteurs d'activité professionnelle. C'est des professionnels qui ont eu des prix, etc., pour avoir fait quelque chose de très créatif. Et donc, on va poser des questions, avoir une description de leur processus de créatif, afin de voir des étapes, des types de pensées, les enchaînements qui se passent. Dans une deuxième phase, on va suivre comment les étudiants en master vont évoluer dans une tâche de création dans leur secteur. Il ne s'agit pas d'une tâche qu'on est venu complètement superposer dans leur vie d'étudiant, mais une tâche intégrée dans leur cursus, donc qui avait un vrai sens dans leur cursus. Et en troisième phase, on a essayé d'intervenir dans le processus à certains moments pour les étudiants afin de changer leur manière de procéder et voir des effets sur leur créativité. Donc, c'est une phase d'entraînement, de modification du processus. Alors, donc, dans la première phase, exemple, le secteur design, mais on a ces résultats dans des différents champs. 25 designers professionnels reconnus pour la qualité créative de leur travail. Bien qu'on peut dire tout designer est en train de créer, certains réussissent mieux que d'autres. Alors, donc, on a un guide d'entretien, on demande comment ça se passe. On a des mots utilisés pour décrire des étapes. Est-ce que c'est linéaire? Donc, un designer a dit, il n'y a pas une étape où je dessine, après c'est la 3D, après c'est la maquette. Non, c'est tout en même temps. Je valide avec tous ces moyens, je fais des allers-retours incessants entre le dessin et la maquette,
et si ça me convient pas, je recommence. D'accord? Donc, on a des descriptions et on va essayer d'extraire des catégories de mots qui vont ensemble, comme des listes de mots qui font référence au même univers sémantique dans le discours. Donc, c'est une analyse lexicale chiffrée de fréquence de mots. Alors, nous devons définir ce qu'on appelle des univers de discours avec des mots qui, ensemble, tous parlent de processus, ou la cognition, ou de l'œuvre, ou de la prise en compte des contraintes, etc. Et dans le processus, on a des mots qui parlent d'une phase, une étape, le début, la fin, des essais, aller-retour. Vous voyez là, en rouge, la fréquence des mots cités sur les 10 899 mots qui sont analysés dans notre logiciel TROP, dans tous ces entretiens de 25 personnes. Environ un tiers concerne le processus, par exemple. Et donc, on voit différents aspects du processus qui sont discutés. D'accord? Et à partir de ça, on fait une modélisation, dite modèle d'action, d'après les travaux de Dewey. Et on a un papier, si ça peut vous intéresser, qui compare ces modélisations dans les différents champs. Et on a donc l'acte de faire quelque chose, le doing. On a le matériel qui est en transformation. On a le social qui intervient. On parle avec le client, on parle avec d'autres designers. On a les obstacles et on a le ressenti émotionnel. Et donc, là, on voit un modèle d'action pour les designers qui capte leur discours, qui reflète la manière dont ils envisagent leur processus de création avec le va-et-vient entre ces différents volets d'action. On a aussi pour les compositeurs de musique, okay, et on peut comparer entre des chants. J'aimerais aller un peu plus en détail maintenant sur la phase de suivi des travaux d'étudiants. Alors, donc, là, je vais prendre le cas des étudiants de Beaux-Arts, de Arts plastiques à Rennes, qui est notre site de test pour les étudiants. Et ces étudiants, dans un certain cours qui concerne la sculpture, doivent réaliser des œuvres. Et ils ont un certain nombre de semaines dans l'atelier de sculpture. Donc, quand ils viennent, ils travaillent leur œuvre parce que c'est un cours. Et ensuite, ils peuvent éventuellement réfléchir à la maison aussi. Donc, ils ont 8 à 12 occasions de travailler l'œuvre. Et à chaque fois, on va leur poser quelques questions dans une sorte de carnet de suivi. Comment ils ont travaillé. Et là, c'est un exemple de notre carnet. Donc, on a défini une liste de choses possibles, d'actions possibles, comme définir le thème, le problème artistique, ou se documenter, voir ce que d'autres artistes ont fait, ou évaluer le travail en cours, ou prendre une pause café, c'est une activité comme une autre. Okay? Et ils vont cocher ce qu'ils ont fait pendant la séance. Alors, donc ils vont cocher. Aussi, ils vont tenir un cahier de description de ce qu'ils ont fait. Voilà. Ah oui, ce projet s'appelle Créa Pro. C'est une sorte de nom de code qui veut dire processus créatif. OK. Donc là, c'est une sculpture finalisée. On va dire l'étudiant a décidé que c'est accompli, c'est achevé, parce qu'il faut donner ça pour l'expo et avoir une note pour ce cours. Donc, ça ne peut pas continuer toute la vie. Okay? Alors, et voici une autre production. Alors, donc, on peut, avec ce type d'étude, créer ce qu'on appelle un diagramme de transition. Quelle étape on fait et ça amène à faire une autre chose. C'est comme la séquençage de choses. Donc, quand on commence à questionner
qu'est-ce qu'on veut faire? Ça amène à définir le problème artistique. Définir le problème amène à se documenter. Se documenter amène à définir. Donc, vous voyez qu'il y a une sorte de va-et-vient, une sorte des chemins préférentiels, parce que j'aurais pu mettre tous les chemins entre tout. Il y a peut-être quelqu'un qui fait chaque petit chemin, mais ce que vous voyez, c'est les chemins les plus empruntés de ce groupe d'étudiants. C'est le modèle général de processus et de va-et-vient entre des actions, des étapes pour ce groupe. Mais au sein de ce groupe, d'environ 25 étudiants, il y a ceux qui vont avoir une très bonne note, notée par des professeurs d'art plastique, comme une production très créative. Donc une note de 17 ou 18, c'est presque une note qui mérite Picasso. Il y a juste quelques personnes qui méritent une note de 19 ou 20, c'est des professeurs d'art plastique à Rennes. Alors, ça c'est des notes théoriques, entre guillemets. 19 ou 20, ça n'existe pas. Alors, donc on a 7 étudiants, on va appeler les C+. Et on a d'autres qui ont quand même réussi à faire quelque chose à rendu, mais c'est pas grand-chose. Donc c'est une note de 10 ou 11, c'est le minimum syndical. Là, on a 5 exemples de ça. Okay? Donc c'est des C-. Alors, voici le diagramme. Les boîtes envers les activités restent dans le même endroit que vous avez vu pour tout le monde. Okay? Mais là, donc, les boîtes ne changent jamais de place. Mais regardez les liens typiques pour ce groupe C+. Ils ne savent pas qu'ils vont être un groupe C+, quand ils commencent. C'est après coup qu'on va attribuer et extraire leur tracé. Et maintenant, regardez juste visuellement les C-. Pardon. Ce n'est pas les mêmes enchaînements. D'accord? Je vais vous donner un exemple de différence. Transition, on dit. Donc, quand on définit le problème, qu'est-ce qui va se passer après? Si vous êtes un C+, typiquement, vous allez chercher de la documentation. Si vous êtes un C-, vous allez devenir un C- au bout du compte. Vous allez tenir compte des contraintes, avoir une idée illuminée, et expérimenter, ça veut dire essayer des choses avec la matière dans le studio. Donc vous définissez, et ensuite vous dites « Ah, j'ai une idée », et vous tentez. Okay? Alors, si vous prenez une pause, qu'est-ce qui se passe? Vous allez revenir de la pause. Les C+, vont commencer à associer de nouvelles idées à leur projet, tandis que les C- vont questionner ce qu'ils ont fait et évaluer où on est pour le moment. Okay? En termes de profil psychologique, on a demandé comment ils vivent chaque activité. Expérimenter, c'est essayer des choses. Si vous êtes un C+, vous trouvez ça un moment positif. Et si vous êtes un C-, vous exprimez que c'est un moment de stress, de doute et de frustration quand vous expérimentez, quand vous tentez dans le studio. En termes de réaliser, c'est un peu donc aller dans la phase, on va dire, d'accomplissement. C'est plus la phase finale, en quelque sorte, de travaux. Les C+, sont en train de ressentir la frustration et la déception. Ça ne va pas être si bien que ça. Et les C-, ils sont satisfaits. Alors, maintenant, donc on ressent ces étapes différemment. Alors, des designers, ils avaient une tâche différente, bien sûr. Ils devaient faire des affiches publicitaires pour une exposition sur l'emballage vert. Les écrivains de Fémis devaient rédiger un scénario de film. Des compositions musicales à Bordeaux devaient faire une composition électroacoustique. Et les étudiants ingénieurs devaient inventer une cuisine pour une sorte de camion monospace avec beaucoup de caractéristiques techniques
ça doit pouvoir cuisiner des œufs à telle altitude, ce genre de choses. Alors là, vous voyez pour des écrivains scénaristiques, tout le groupe, on n'a pas distingué les C+, et C-, mais vous voyez en jaune les 4 premières séances d'écriture et en bleu les 4 dernières séances sur une séquence de 8 séances d'écriture. Et vous voyez des activités, et vous voyez certaines activités sont prépondérantes au début d'un travail créatif et d'autres plus tardivement. Maintenant, à côté, même genre d'analyse, même chose pour les ingénieurs qui vont inventer une cuisine monospace. Donc, vous voyez que les différentes activités interviennent plus ou moins au début, à la fin, ça varie selon le champ. Donc, le processus créatif, c'est quand même situé dans son secteur, ça peut être variable. Maintenant, prenons des ingénieurs. Là encore, on va distinguer des C+, et des C-. Les C+, dans les 5 premières séances, sont en vert, des C- en bleu. Il y a une différence sur un certain processus convergé. Des C- convergent davantage que les C+, au début du travail. En 5 dernières séances, sur les 10 séances de travail ingénieur, on voit plus de différences avec des étoiles rouges, où les C- en bleu et les C+ en vert engagent plus ou moins certaines activités davantage. Donc, il y a des différences individuelles dans le processus qu'on peut regrouper au sein d'un processus plus réussi, moins réussi. Tout ça s'entre dans ce qu'on appelle la dynamique du déroulement du processus créatif. C'est tout le jeu de petites opérations cognitives qui se déroulent. Alors maintenant, 2 étudiants, études de cas, de 2 étudiants scénaristes qui vont inventer un scénario de film. Les étudiants de FEMIS. Okay? Alors, dans ce groupe, il n'y avait que à peu près 13 ou 15 étudiants au total, parce que ça, c'est la totalité du promo de FEMIS de l'année. D'accord? Et donc, on voit un individu à gauche, on voit un autre à droite, qui ont des processus individuels un peu différents entre leurs 8 séances d'écriture scénaristique. Alors, maintenant, un dernier petit résultat. C'est une étude où on a essayé d'entraîner le processus créatif pour booster la créativité des gens. Donc, on sait que la flexibilité mentale, c'est une facette de la cognition qui est favorable à la créativité. Donc, on a essayé de booster la flexibilité mentale pour des étudiants en arts plastiques. Ça, c'est des gens dont vous voyez des courbes en rouge. Et un autre groupe d'étudiants, on a essayé de booster leur discussion avec copains de classe, qui est une facette de la créativité qui est, on va dire, l'évaluation sociale, le partage d'idées, qui peut aussi être favorable. Donc, c'est 2 de nos activités qui se trouvent au sein du processus créatif. Et on voit que quand il y avait en séance 7 une intervention pédagogique favorisant la flexibilité, si vous voyez en haut l'activité expérimentée, c'est-à-dire essayer de nouvelles choses, en séance 8, le groupe flexibilité tente de profiter de leur enseignement. Ils engagent davantage que le groupe traitement social cette idée de tenter des choses, d'essayer de tourner des choses autrement. Donc, la pédagogie se fait en séance 7 et après, on voit que ça peut modifier le trajet du jeu des petites actions qui forment le processus créatif. On voit aussi cette notion de transformer quelque chose, prendre quelque chose qui est fait et changer la chose. Bon, ça,
ça avait un effet en séance 9 pour le groupe social suite à leur intervention qui était une discussion avec amis. Donc c'est des exemples. Et donc ça nous amène à la conclusion, qui est que le processus, d'une certaine manière, on peut dire c'est un processus dynamique. Ce n'est pas statique, il y a un va-et-vient, et ce n'est pas vraiment tout à fait linéaire non plus. Donc il y a plein de pistes possibles. Ça fait partie de la richesse du processus, ça fait partie de l'idiosyncrasie du processus créatif de chaque personne. C'est-à-dire, vous allez faire votre petit chemin de pas entre le début et la fin de votre travail. Et donc, il y a de l'individualité dans ce processus, mais il y a aussi quelques tendances quand on regroupe des gens. Donc, on peut faire le regroupement de tous les artistes par rapport à tous les ingénieurs, par exemple. On peut faire le regroupement des artistes plutôt créatifs par rapport à des artistes un peu moins créatifs. Créatifs dans le sens de l'accomplissement très original de leur production. Et on voit donc des cycles et on voit aussi que la réalité est bien plus compliquée si on trace d'activité que nos modélisations. Donc, si on revient à la modélisation que Poincaré a suggérée, c'est une version très réduite de tout ce qui semble se passer quand on trace l'activité. Et voilà, merci. Merci beaucoup. Évidemment, j'introduis la discussion parce que c'est un des points qui est toujours souligné quand on part de la matière des artistes eux-mêmes, de ce qu'ils ont fait. On a un biais de sélectivité puisqu'on conserve en général et on s'intéresse aux grands. Et donc, forcément, si on s'intéresse aux grands, c'est que tout ce qu'ils ont fait est intéressant et que donc le processus mérite d'être analysé. Mais on ne sait pas quelle est la relation entre la valeur du résultat et le type de processus, puisque la valeur du résultat est acquise. Dans ce cas-ci, évidemment, on a exactement la situation inverse, puisque on peut déterminer à partir d'un groupe relativement indifférencié, sélectionné sur des bases, etc., qu'il y a une dynamique interne de différenciation, par exemple, par créativité, par niveau de créativité. Évidemment, là, ma question, c'est les juges, pour relier ça à des questions qui ont été discutées auparavant, les juges qui vont dire celui-ci est plus créatif que celle-là, ou celle-ci plus que celui-là, ils ont donc une sorte de norme explicite ou implicite. Et donc, quelle est exactement cette norme ou cette intuition du plus ou du moins? C'est-à-dire qu'ils auraient eux-mêmes un modèle conscient ou infraconscient qui leur permettrait de distribuer les résultats. C'est évidemment... c'est une question majeure, puisque ça veut dire qu'on a un schéma possible pour évaluer assez simplement et de manière assez stable les choses. Voilà, c'est ma première question. D'accord. Alors, nous avons une certaine manière de travailler cette affaire qui est d'abord, il faut commencer avec le principe que quand on fait des actes de créativité qui ont l'objectif de circuler dans le monde social, par exemple la créativité professionnelle dont nous parlons ici, même si c'est des étudiants au niveau master. Okay? Alors, c'est justement ce que la personne fait. La personne peut avoir son idée, mais ça va se confronter avec le champ de son secteur. Donc, ça va se confronter tout naturellement avec des juges externes qui vont dire ça va pas, ça c'est intéressant, ça c'est rien du tout. Et ça va être jugé par rapport à d'autres œuvres du même secteur, par des gens, disons, un peu experts sur la matière. Donc on est dans un cas de figure relativement, pour nous, entre guillemets, simple,
Donc, on a le groupe naturel. Ici, c'est des professeurs de beaux-arts, mais ça peut être des personnes qui tiennent des galeries, ça peut être le jury d'une compétition. Okay? Et en quelque sorte, ce qu'il dit, c'est vrai. Okay? Donc, maintenant, ils ont des points de référence de comparaison, c'est d'autres œuvres dans le champ. Et surtout, c'est la comparaison interne des œuvres de ces étudiants qui ont tous eu les mêmes conditions de travail. Et donc, on a une comparaison relative. Qu'est-ce qui est le plus, qu'est-ce qui est le moins, qu'est-ce qui est le milieu? C'est dans ce groupe, il y a forcément des gens qui ont des bonnes notes, des 17, et il y a des gens qui ont des 10. Et donc, ça se fait tout naturellement. Alors, donc, l'étudiant peut dire, mais mon truc est génial. Et on dit, bah oui, bah, c'est votre opinion, mais en fait, la note, c'est pas vous qui donnez la note. D'accord? Donc, on est dans un cas de réalité, on est un peu en psychologie appliquée ici. D'accord. Oui. En général, enfin, dans la population générale, surtout dans les médias, les artistes, enfin les gens créatifs sont des artistes, des designers, quelqu'un qui arrive à 11h au travail, les cheveux un peu démêlés. Et alors qu'on parle rarement ou pratiquement jamais de créativité au niveau des scientifiques. Einstein, on le caractérise rarement comme scientifique. Est-ce que vous pouvez commenter là-dessus? Est-ce que vous avez vu dans vos études une différence entre la créativité au niveau des scientifiques par rapport aux artistes? Oui, well, ok, on pense, oui, tous très facilement on pense à des artistes comme un champ créatif, mais les scientifiques, la science est vue comme un métier créatif, au même titre que des artistes. Et donc, on dit, nous, on a fait des entretiens avec des scientifiques qui ont découvert des choses, qui ont inventé des méthodes scientifiques, et des ingénieurs qui est une sorte de scientifique appliqué, un petit peu. Et dans nos études d'étudiants, on a plutôt étudié des étudiants ingénieurs qui doivent inventer quelque chose, mais il y a beaucoup d'ouvrages, en fait, sur la créativité scientifique et comment des scientifiques mènent leur vie de créateurs et comment c'est tout un champ, un monde parallèle à la créativité artistique. Donc, en plus, les scientifiques qui sont les plus reconnus comme éminents, comme Einstein par exemple, ils ont typiquement inventé quelque chose comme une théorie, d'accord? Ou une méthodologie qui a permis de découvrir quelque chose. Et donc, le haut du monde scientifique, c'est en fait des scientifiques créatifs.